Bonjour et bienvenue donc pour le programme culturel du mois de janvier. Alors comme je vous l'avais annoncé dans une petite note explicative, on va dire en vidéo après la pile à lire de janvier, il se pourrait que pour des raisons personnelles, tout simplement, je ne puisse pas faire de vidéo aussi souvent que je le veuille. Alors là, ce n'est pas une question de temps, c'est une question de travaux, hein. Voilà, vous allez entendre très régulièrement taper derrière moi, parce qu'à chaque fois que quelqu'un emménage ou s'ennuie, visiblement, ils refont tout l'appartement. Voilà, donc depuis pratiquement une semaine, nous avons des marteaux-piqueurs, de la ponceuse, de la trouilloteuse, enfin à peu près tout ce que vous pouvez trouver en matériel de bricolage, qui commence à partir donc de 8 heures le matin jusqu'à pratiquement 21 heures. Voilà, donc comme j'ai quand même besoin un petit peu de sommeil, voilà, et que j'ai d'autres obligations personnelles et professionnelles, je ne peux pas tourner. Alors je dois vous avouer que ça m'énerve beaucoup parce que j'ai quand même fait 3 tentatives de tournage de cette vidéo de programme culturel. Et que cela était complètement impossible parce que quand j'ai regardé les rushs, c'était inaudible. Voilà. Alors même en montant le son, le problème c'est que vous montez le son de ma voix, vous montez le son de tout ce qui est autour. Alors j'ai bien essayé de réduire le bruit de fond et tout, mais il y a une espèce de lancement, de strident derrière. Pour moi, c'était insupportable et je me suis dit, c'était pas, je ne peux pas vous présenter une vidéo. Je sais qu'il y a certaines personnes qui sont déçues de ne pas me voir à l'écran, mais si c'est pour vous montrer une vidéo où derrière vous avez un tout le long, pour vous, ça va être l'enfer. Et moi, je trouve ça pas correct. Voilà, donc ça, c'est juste l'introduction. Donc, vous allez voir les images à l'écran du programme culturel que je comptais vous proposer. La seule différence, c'est que les podcasts, comme je vous l'ai dit, je peux l'enregistrer très tôt le matin, avant que messieurs prennent l'antenne. Donc nous sommes un dimanche matin. Normalement, ils ne vont pas commencer avant 8 h, 8 h 30. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu tournes pas une vidéo à la place? Parce que moi personnellement, le samedi et le dimanche, sauf exception d'événements majeurs, mariage, communion, rendez-vous galant, tout ce que vous voulez, je ne me maquille jamais, et je traîne. Voilà, je traîne en pyjama ou si je sors, je traîne avec mes fringues du week-end. Et honnêtement, c'est pas une question de coquetterie, c'est que j'estime, mais ça c'est mon avis personnel, je dois me présenter en vidéo comme je me présente tous les jours au bureau. Voilà, c'est professionnel. Je vais pas en salon du livre, habillée avec mon pyjama en pilou, ou une vieille veste qui me sert pour la maison. Voilà, donc je suis. Enfin, peut-être que vous le feriez, mais moi, perso, non. Voilà, c'est comme ça. C'est une question d'éducation, hein. Je suis désolée, moi on m'a toujours dit que quand on doit se présenter devant des gens, on s'habille, à défaut de se maquiller comme une voiture volée, ce qui n'est pas mon cas, mais voilà, je tourne des vidéos que quand je suis dans ma position. Alors je peux avoir un t-shirt d'intérieur, vous m'avez déjà vu avec mes fringues d'intérieur plusieurs fois, mais je me présente correctement, voilà, donc j'ai pas, enfin, c'est comme ça, voilà. Donc si ça vous plaît pas, je suis désolée, mais c'est comme ça et ça sera toujours comme ça. Donc on commence le programme culturel. Je mettrai le timer là dans la vidéo en disant blabla inutile sur pourquoi j'ai fait un podcast et pas une vidéo, pour que les gens qui n'ont pas du tout envie d'entendre mes conneries passent directement au programme culturel. Alors au programme culturel de ce mois-ci, il y a 2 films et une série et ainsi qu'un album musique. Donc on va commencer tout de suite par un des films. Et après on fait la série, et après on fait un autre film. Comme ça au moins ça va égayer. Alors le premier film, dans l'ordre que j'ai vu, non j'ai pas vu, dans l'ordre c'est faux. J'en ai vu d'autres avant, mais celui que je voulais vous signaler, ça s'appelle Les Petites Victoires, que vous voyez donc à l'écran, de Mélanie Offray, que j'ai vu sur Canal+. Alors, le résumé, comme je le fais d'habitude, c'est entre ses obligations de mère et son rôle d'institutrice au sein d'un petit village de Kerguelen, les journées d'Alice sont déjà bien remplies. L'arrivée dans sa classe d'Émile, un sexagénaire au caractère explosif, qui a bien décidé à apprendre à lire et à écrire, va rendre son quotidien ingérable. Surtout qu'Alice, qui n'a rien vu venir, va devoir aussi sauver son village et son école. Alors, c'est
littéralement le film mignon. Voilà, le film mignon sans prétention, autre qu'en fait de très jolis portraits de la vie rurale, de villageois, de la vraie vie, de la vraie campagne, celle de la campagne profonde qui se débat pour survivre, celle qui n'a pas de bus, qui n'a pas de transport en commun et qui se démerde un peu comme elle peut. Bref, c'est un petit village calme que l'on découvre, hein, vraiment très 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 calme, qui, mis à part sa mère hyper dynamique, bah, tout le reste ronronne. En attendant qu'on reprenne la boulangerie qui est fermée depuis quelque temps, puisqu'il n'y a plus aucun commerce dans ce village, sauf l'école, bien sûr, euh, qui persiste, mais qui est toujours sous les plaies de Damoclès que vous savez être l'éducation nationale, qui pour un seul élève peut fermer une école dans un petit village au risque de bah, faire mourir le village, en gros, parce que l'éducation nationale et les réglementations ne tiennent pas compte hein, que pour un élève, ça peut faire crever un village complètement. C'est mon petit coup de gueule parce que c'est arrivé dans mon village, alors qu'un an après, on avait suffisamment d'élèves pour te maintenir la classe. Hein. Voilà, ça, et puis les instituteurs qui crèvent s'ils n'ont pas un grand supermarché à moins d'une 50 mètres de chez eux. Enfin bon, bref, vous connaissez l'histoire. Bref, le film, en fait, explique combien de villages français en fait connaissent cette perte d'école, connaissent cette perte de commerçants. Et même si en se battant on récupère un élève ou deux devant le gros mammouth de l'éducation nationale, qui ne pense bien sûr qu'aux chiffres, et pas à la vie des villages aux années à venir, parce que oui, on rappelle, hein, comme je l'ai dit, un bébé ça vieillit et ça finit par aller à l'école, hein, dans la théorie. Alice, elle s'en fout, elle est volontaire, elle a pris le relais de son père qui était le docteur et le maire de ce village, et elle gère au quotidien tout et rien. Et en fait, on voit par petites scénettes qu'elle va reboucher un trou dans la chaussée. Elle fait conseiller matrimonial sur la libido des administrés qui viennent se plaindre. Euh, elle est, euh, elle est un tampon pour les vieux en mal de lien ou les chieurs du coin, on est bien d'accord. Sans compter bien sûr bah, le premier bobo de service qui râle parce qu'il n'y a pas suffisamment de recycleurs, ou le délateur de première qui est toujours le premier à dénoncer à la préfecture quelque chose qui ne va pas. Et pourtant elle est fière de son rôle et elle cumule en plus celui d'institutrice de l'école de son village. Et quand Émile, qui a une soixantaine d'années, qui est un emmerdeur notoire, hein, tout le monde le sait, qui prend des coups de sang absolument impossibles, décide de lire et d'apprendre à lire et à écrire, et il va s'incruster dans sa classe sans lui demander son avis, et le quotidien de la classe, mais du village, va être bouleversé. Alors c'est une jolie fable aussi sur les ponts générationnels, parce que non, pas tous les vieux sont des cons, pas tous les jeunes sont des ânes, et on peut apprendre à chaque génération et de chaque génération si, évidemment, si on a un cerveau en étant de marche et une certaine ouverture d'esprit et de dialogue, sans vouloir bien sûr imposer ses vues à l'autre, hein, c'est le principe de dialogue. Euh, on apprend doucement aussi les amours, les emmerdes et autres joyeusetés de la vie campagnarde. Alors petit à petit, Émile se dévoile, ses faiblesses, sa vie gâchée par son illettrisme, l'emprise de son frère sur lui, son mal-être, sa peur, son côté bougon, mais aussi son grand cœur brisé aussi. Alors honnêtement, c'est un film mignonné. Voilà, sans plus de rebondissements, mais il est adorablement optimiste, diablement émouvant par les petites touches, et surtout les enfants qui sont formidables, et même le chieur de service ou le cœur d'artichaut font bon ménage. Alors, oui, les bien-pensants, les grands pourfendeurs des bonnes conduites gueuleront, hein, bien sûr, sur les scènes de café, de boulangerie, de commerce de proximité où ça picole et ça fume sec. Oui, oh bah ça va, ils n'ont jamais mis les pieds dans les balles ou dans les cafés en rase campagne, hein, on est bien d'accord. Alors ça s'appelle aussi la vie, hein, le partage, la convivialité. Alors oui, il y a des enfants, mais pas dans le café, hein. Donc je vous le dis tout de suite, commencez pas à gueuler. Alors c'est délicieusement adorable et honnêtement, Julia Piaton et Michel Blanc forment un duo absolument attachant. Donc honnêtement, les petites victoires de Mélanie Offray, c'est ce
qui est dans le titre. C'est des petites victoires, c'est un petit film sans prétention, mignonné, mais ça donne une bouffée d'oxygène. Après, si vous aimez pas la campagne, que vous êtes allergique, ça va vous laisser froid, on est bien d'accord. Moi qui suis une campagnarde née et qui adore ma cambrousse, et ben c'est à peu près comme ça que je vois la vie à la campagne. Voilà, donc c'est un petit bonheur et ça ne fait de mal à personne. Eh bien, on va passer évidemment à la série. Alors, série de janvier, je vous le dis tout de suite, j'en ai vu quelques-unes. Euh, Il y en a, il y en a une sur Netflix qui est pas mal, qui est issue de Coben, mais franchement, voilà, la série qui a vraiment été le coup de cœur encore hein, de ce mois-ci. Oui, je sais, ça fait plusieurs mois que je le répète, mais Slow Horses, donc, qui était la saison 3 sur Apple Télé. Moi, je peux vous assurer que, alors franchement, cette série, c'est un bonheur en barre. Donc, cette saison 3 s'ouvre sur une liaison amoureuse à Istanbul qui menace de révéler des secrets très bien gardés par le MI5 qui sont à Londres. Alors évidemment, une des deux personnes qui devait révéler les secrets meurt et l'autre repart à Londres et on trouve quelques mois, très très longs mois après, donc l'équipe de Jackson Lamb, hein, son équipe de bras cassés, il y a les Plainiclés qui vont mettre leur nez dans cette affaire et bien sûr ils vont se retrouver toujours, ah bah ils sont braquignoles, hein. Ils vont se retrouver au corps d'une conspiration qui met en danger non seulement le Sla House, donc leur abri tout pourri, mais aussi le MI5. Voilà, alors honnêtement, la saison 3 est aussi bonne que les deux précédentes. Ça commence par l'enlèvement de l'assistante très fidèle de Jackson Lamb, qui est toujours aussi pourritos. Et alors que tout le service prend l'eau et ça va mal tourner, on le sent évidemment. Alors, dès la scène d'ouverture, c'est une course-poursuite dans Istanbul. On sent bien que le rescapé va foncer dans le tas pour venger la mort de sa bien-aimée. Alors, on veut bien qu'il ait été un peu manipulé, machin, mais qu'elle ait été un peu manipulée, mais que, voilà, on sent bien qu'il y a des sentiments entre eux. Et on sent bien que ce qui a été volé, le dossier, est assez explosif, suffisamment pour faire sauter la maison du MI5. Alors, quelques mois plus tard, comme je le disais, alors que l'équipe de Jackson Lamb est toujours à l'ouest, bannie, honnie et raillée, hein, oui, ah bah si, la routine vole en éclats parce que la fidèle Sandish, donc, qui est la véritable colonne vertébrale de ses pieds nickelés, hein, disparaît, alors que c'est censé être un exercice. Voilà, alors au début, c'est censé être un exercice, puis tout d'un coup, l'enlèvement tourne vite à la vengeance personnelle, au règlement de compte et autres joyeusetés entre le MI5 donc et l'équipe de Jackson Lamb et quelques autres espions hein, qui n'en finissent pas de foutre un joyeux bordel dans le service de renseignement intérieur britannique. Alors pour cette fois-ci, Jackson Lamb et Tavernier, donc l'excellente Christine Scott Thomas, hein, qui est cynique à souhait, vont collaborer pour démonter l'opération et aussi pour démonter des gueules. Ah bah si, oui, ah bah si, oui, bah si, voilà. Alors ils vont être aidés évidemment par l'inamovible River Cartwright qui survit à tout, hein. Alors lui, voilà, c'est James Bond, hein, il survit aux explosions, aux balles, enfin tout, à tout, ce garçon, c'est impressionnant. Qui, bah, lui, il lutte toujours pour sa réhabilitation parce que on rappelle que dans la première saison, il a été balancé chez les pieds nickelés. euh, en gros, parce qu'il a fait une erreur sur un exercice et pas en situation réelle, mais certains l'ont poussé un peu dehors par arrivisme. Et tous les moyens sont bons, en fait, pour l'équipe des pieds nickelés pour damer le pion à l'autre camp. Alors que ça soit le camp, l'espion, l'ennemi intérieur, l'imbécile heureux qui passait par là par hasard. Bref, ça complote sec, ça dégomme, ça devient assez sanglant, ça explose tout sur son passage, et pas forcément bien explosé d'ailleurs. Voilà, quelquefois ça explose, mais c'était pas ce qu'il fallait faire. Enfin bon, bref, c'est des pieds nickelés, on est bien d'accord. Il y en a certains, c'est beau bras cassé. Et c'est toujours complètement irrespectueux, vertement grossier, gravement jouissif. Alors là, ça fume, ça boit, ça picole, ça tout ce que vous voulez. Euh, et c'est mené de main de maître, comme d'habitude, par Gary Oldman.
qui franchement est absolument à la fois détestable dans ce rôle et à la fois touchant parce qu'on sent qu'il y a quelque chose derrière ce côté négligé, pourri et particulièrement méchant et cynique envers son équipe. Mais il y a quelque chose, voilà. Et donc en fait, on cherche tous les petits indices. Alors là, il commence à avoir des indices. Depuis la saison 2, il y a des indices sur qui il était avant. Et le fait qu'il était un agent brillant, puisque même les directrices du MI5, quelles qu'elles soient d'ailleurs, s'en méfient comme de la peste. Et on sent bien qu'il y a un respect de la part des autres agents des renseignements généraux, des renseignements intérieurs. Donc là, on se dit qu'il n'est pas là par hasard. Bref, à la fin de la saison 3, vous avez juste une très grosse envie de voir la saison 4. Premièrement, alors il y a un petit pincement au cœur. S'il y a aussi un pincement au cœur. Mais honnêtement, il y a un teaser à la fin du 3, parce qu'à chaque fois, ils nous font le coup. Donc, on sait qu'il y aura une 4. C'est un peu comme... Et ça, c'est intelligent, voilà, d'annoncer une saison 4 en mettant plus ou moins deux, trois petites images chocs de la prochaine saison, parce que ça laisse entrevoir un très, 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 très gros bordel. Ah si, ah bah la 4 va être pas appliquée d'un temps, moi je vous le dis tout de suite, hein. Donc ça risque d'être très folklorique. Donc si vous aimez les séries britanniques, drôles, cyniques, très bien foutues, où il n'y a rien qui est dans les clous et que c'est, je vous dis, assez irrespectueux et que ça envoie du bois et que ça ne se moque bien et pas forcément bien pensant du tout. Allez voir Slow Houses donc sur Apple Télé. Il y a les 3 saisons actuellement disponibles. La 4 va bientôt arriver. C'est ce qui est dit. Donc moi je trépigne déjà. Voilà. Et donc on passe au film que j'ai vu aussi. Alors c'est un film que j'ai vu sur Netflix qui s'appelle Le Cercle des Neiges de Juan Antonio Bayona. En fait, qui revient sur l'accident d'avion en plein milieu des Andes en 1972, où une équipe de rugby uruguayenne s'était crashée dans les Andes et n'avait pu compter que sur eux pour survivre pendant de très 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 longues semaines. Alors, honnêtement, pour le contexte, hein, je le dis, je me suis intéressée à ce film tout simplement parce que j'étais déjà intéressée à cette histoire, pour en avoir entendu parler lors d'une intervention en classe quand j'étais au lycée, par un des survivants d'ailleurs, qui connaissait très bien mon prof d'espagnol de l'époque. Et il était venu en France où je crois qu'il était venu en Espagne, en France, ils avaient fait une tournée, je sais pas si c'était un livre ou je sais plus ce qu'il y avait eu. Il était là et donc il avait donné une conférence et il avait expliqué son récit en nous disant que ce qu'il nous disait était que 70 à 80% de ce qu'il pouvait raconter décemment et qu'aucun film et aucun témoignage ne pourrait expliquer ce qu'il avait véritablement, enfin, ils avaient véritablement subi pendant des années. Voilà. Il avait même dit d'ailleurs que c'était véritablement, qu'il était très gêné quand les gens ovationnaient un documentaire ou un film les concernant, parce que il disait que c'était qui ne pouvait pas voilà qui ne pouvait pas tout raconter, que sciemment il y avait des choses qu'ils avaient mis de côté parce que c'était voilà, c'était pas possible. Il y avait eu une souffrance, il y avait eu des choses, ils avaient vécu des choses bien pires et que il les présentait véritablement dans un film ou un documentaire, les gens ne pourraient pas regarder le documentaire tellement c'était abominable et effroyable. Donc, moi, j'avais été réellement hypnotisée par son effroyable récit. Et la question qu'il nous avait posée au final, en nous demandant, puisque le prof était toujours là, donc lui, il repartait, mais lui, il avait dit merci de prendre 48 heures pour peser le pour et le contre, et vous donnerez votre réponse à votre professeur, mais une réponse argumentée. Alors évidemment en espagnol, hein, c'était le but du jeu. Euh,
Et en fait, la phrase était, est-ce que si un crash d'avion vous pousse dans les extrémités que nous sommes, alors les Andes ou ailleurs, hein, on est bien d'accord, qu'est-ce que vous auriez fait à notre place? Voilà, qu'est-ce que vous auriez fait? Sachant, je rappelle que pour survivre, il y a eu des conditions assez effroyables, puisque bon, dans les Andes, hein, on est bien froid, en plein, bon, ils se sont bien gelés, et qu'ils ont fini par manger, prélever de la viande sur les morts qui étaient là. Ceux qui ne connaissaient pas, comme les pilotes et les hôtesses, voilà, pour pouvoir suivre. Il y en a certains qui ont refusé, d'autres qui ont accepté, ça dépendait, voilà. Et la question, c'était ça. Et j'ai jamais douté du camp que j'aurais emprunté à l'époque, jamais, parce que j'aurais fait partie de ceux qui auraient tout fait pour survivre, et j'ai bien dit tout. Voilà. Et quelques années après, j'étais retombée sur un très long entretien avec un autre survivant, d'ailleurs les deux charismatiques, hein, ceux qui ont vraiment, à la conférence de presse, si vous avez vu les images qui sont encore disponibles, hein, sur l'INA, etc. Euh, il y avait deux charismatiques, à Canessa, qui est quand même qui était le jeune étudiant en médecine, etc. Puis il y en avait deux, trois autres qui étaient vraiment charismatiques, d'ailleurs, enfin, de leur force de caractère, etc. Et... et quelques reportages. Et il y avait eu ce film aussi avec Ethan Hawke, qui n'était pas parfait, hein. Bon, c'était il y a 30 ans, il n'y avait pas autant d'effets spéciaux, sûrement que maintenant, d'ailleurs, qui montrent dans ce film, qui sont assez impressionnants. Il y avait un peu un côté hollywoodien, bien évidemment, mais ça expliquait déjà bien le dilemme entre l'horreur de ces jeunes gens qui sont insouciants, qui montent dans l'avion parce qu'ils vont affronter une autre équipe de rugby. Ils s'amusent, ils se, ils se, ils se, ils se, ils se, ils s'engueulent entre eux, ils se titillent, voilà, ils sont jeunes, insouciants, ils sont drôles, voilà, alors vous entendez le bruit derrière moi, c'est l'enfer, hein, c'est insupportable. Je suis désolée, hein, mais vous allez l'entendre parce que bah, ce matin, ils le prennent de plus en plus tôt, donc voilà. J'espère que vous entendrez pas trop là, le truc, parce que c'est très insupportable, même pour moi. Euh, et donc, en fait, ils vont se retrouver confrontés, paumés dans les Andes, sans aide, parce que je rappelle qu'à 72, il n'y avait pas de téléphone portable, hein, il n'y avait pas de géolocalisation, et les Andes, voilà, vous voyez le truc, hein, un petit avion blanc qui tombe dans la neige. Vous voyez le truc là, surtout qu'en plus ils ont subi une deuxième avalanche, enfin deux ou trois avalanches dans la tronche, parce que bah, forcément le manteau neigeux avait été, on va dire, un petit peu remué par un avion qui tombe. Et ils se retrouvent sans espoir face à la mort, alors la leur, mais ceux qui sont déjà morts pendant le crash, ceux qui meurent petit à petit, parce que ces gens qui étaient dans l'avion avec eux, outre le pilote, les hôtesses et machin, c'était des gens qu'ils connaissaient, des amis, des parents, des connaissances, même des connaissances de 5 minutes si vous voulez, mais voilà, c'est insupportable. Je suis désolée, hein, je ne sais pas si vous l'entendez, mais moi ça me vrille les oreilles, hein. Et en fait, ils ont véritablement ce poids-là, c'est-à-dire la poids de la survie, le poids de la peur, le poids de la mort qui tourne, qui rôde. Et au début, ils sont, voilà, ils sont sûrs qu'on va les trouver, parce que l'avion est parti, parce qu'il y a un plan de route, etc. Parce que plus ou moins, bah, ils ont des gens en Uruguay qui les attendent, et des gens au Chili qui les attendent. Donc en fait, ils se disent, ah, mais ça, on va nous trouver. Et puis, plus les heures au début et les jours passent, moins voilà, ils se disent, ah, comment ça, il y a une deuxième avalanche, il y a encore des gens qui meurent. Donc ils se retrouvent véritablement dans des conditions absolument abominables, et ils vont essayer de récupérer tout ce qu'ils peuvent. Comme vêtements, comme nourriture, parce ils n'étaient pas partis avec un petit sac en plastique, hein, voilà, ils partaient pour quelque temps. Et donc, ils essaient d'organiser leur communauté. Au début, en se disant que de toute façon, ça va durer peut-être une semaine et demie, 2 semaines, donc il faut juste se concentrer pour un laps de temps court, mais se débrouiller. Euh, mais ben voilà, les jours filent, les heures filent, et se retrouvent avec ben, plus rien à manger. Euh, le moral qui commence à tomber, les suspicions, les engueulades. Euh,
Et nous, il nous avait dit que le plus difficile, c'était de voir s'éteindre les autres. Voilà. Et qu'il fallait, parce qu'il y a eu des blessés, donc rien pour soigner ou très peu de choses, et que bah, ils avaient fait leur maximum, en fait, parce qu'ils étaient passés de l'insouciance à, à, à à la dramaturgie absolue, à l'horreur absolue, et qu'ils avaient dû trouver des forces en eux, et que certains, malheureusement, n'avaient pas cette force-là de caractère, et qu'ils s'étaient laissés euh, dépérir au début, etc. Et que, évidemment, bah, il était arrivé à à cette question fondamentale, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, qu'est-ce qu'on fait? On n'a plus rien à manger, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, parce que si on mange pas, on meurt, vu à cette attitude et vu où on est. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Et donc le film, que ce soit celui de Netflix ou l'autre, est dérangeant pour cette question-là. Voilà. Et alors cette histoire n'est pas dérangeante pour cette question-là, c'est juste que c'est cette question qui est comme ça. Alors euh, c'est véritablement un calvaire qu'ils vont vivre. Donc pour, euh, alors pour ce film-là, je dois avouer que j'y suis allée à reculons. Euh, parce que, euh, parce que je connaissais déjà l'histoire, que j'avais déjà entendu des témoignages, que j'avais vu des reportages, que j'avais vu le premier film. Et je dois avouer que j'étais sortie à chaque fois assez ébranlée. Alors je savais que cette version a bénéficié de l'avantage qu'elle était réalisée avec l'aide des techniques de maintenant. Des effets spéciaux plus marqués et une version enfin un œil beaucoup moins académique d'après ce que j'avais vu puisqu'il avait été il a été montré à la Mostra de Venise et il y a eu une conférence de presse donc visiblement il y a eu voilà il y a eu beaucoup de choses et d'ailleurs il est même je crois euh, il a été choisi comme le film espagnol qui pourrait représenter l'Espagne aux Oscars donc pour vous dire à quel niveau c'est. Euh, mais le réalisme est là en fait dans ce film-là, donc j'y suis allée en me disant bon on y va. Le réalisme est là, les regards des acteurs ne trompent absolument pas sur les angoisses existentielles que ces jeunes gens et leurs accompagnateurs sont là. La peur, l'horreur, le froid, les décisions qui vont être prises ou pas, la volonté d'en finir pour certains ou celle de durer le plus longtemps possible pour d'autres. Euh, Parce qu'il faut quand même dire que c'est quand même un véritable comment dire, c'est un calvaire qu'ils ont vécu. Voilà, parce que, comme je vous disais, ils ont été persuadés que les secours allaient venir. Et en fait, il n'y avait rien à l'horizon. Et ils ont dû se débrouiller pour récupérer de l'eau. Euh, ils, sont, ils se sont, ils ont dû récupérer, enfin manger les personnes qui étaient décédées, qu'ils avaient mis dans la glace pour les conserver, parce que sinon ils allaient mourir. Et en fait, c'est de plus en plus, ils le disaient, la tristesse, c'était pour eux, les personnes, il y avait 45 personnes, je crois, à bord, donc tous les rugbyman amateurs, les proches et l'équipage de l'avion, bien sûr. Et ils se sont écrasés à plus de 3500 mètres d'altitude, ce qui est carrément une horreur. Voilà. Donc là, ce film-là vous montre bien. Il y en a à peu près une dizaine, 12 qui meurent dans le premier crash. Euh, à peu près la même, un peu plus que, que ça, qui vont mourir de leurs blessures dues au crash, ou au froid extrême, ou aux avalanches, parce que, comme je vous disais, ils se sont chopés les avalanches. Et euh, ça va durer 72 jours, cette histoire. Et vous vous imaginez ce que c'est. Voilà, c'est absolument incroyable. Et tout ça pour rejoindre le Chili. Et donc, en fait, ils vont décider Canessa, donc, qui fait partie des 16 survivants, qui restent sur tous les gens qui étaient là, avec Parado, ils vont décider de partir et de rejoindre, en fait, bah, de marcher, voilà. De marcher, ils vont décider comment dire, d'essayer euh, oui, de marcher, de partir au risque de leur vie en disant, écoutez, on va y aller, on va se débrouiller, on va essayer d'aller au plus loin possible et de trouver quelqu'un, de passer cette immensité blanche et de trouver quelqu'un, ce qu'ils vont faire. Et c'est véritablement... Alors ce film-là est beaucoup plus scientifique, enfin beaucoup plus centré
sur, sur ben, tout ce qu'ils ont enduré, voilà. Et en plus, alors l'ajout de ce film vraiment, c'est que c'est en langue espagnole, voilà. Alors que le précédent est en anglais. Donc c'est sûr que quand il y a quand même quelque chose en plus sur ce film-là qui n'était pas dans le film précédent qui datait de 93 donc et je crois qu'il s'appelait Les Survivants en français. Et donc franchement c'est vraiment un truc assez incroyable. D'ailleurs les acteurs l'ont dit, hein, ils ont pris du poids, ils ont perdu du poids euh, pendant le tournage. Ils se sont même immergés dans la neige pour véritablement tourner des scènes où ils devaient réellement avoir froid et pas juste mimer le fait d'avoir froid. C'est un film qui est glaçant, gênant, troublant, face surtout à l'agonie de ces jeunes sportifs, de leurs âmes, d'une certaine partie de leur pureté. Et en fait, à la fin du film, bah, il reste toujours la même question, quoi. Qu'est-ce que l'on aurait fait à leur place? Et plus de 35 ans après, on va dire que ma réponse est toujours la même. J'aurais fait absolument tout pour survivre. Voilà. Donc, c'est aussi de vous mettre face à vos démons, de voir un film pareil. Après, il y a des gens qui ne supporteront pas, on est bien d'accord. Mais bon, bah, écoutez, hein, à un moment donné, il y a des choses auxquelles il faut se confronter. Moi, je dois avouer que le témoignage de ce survivant a été particulièrement marquant. Il l'avait fait en plus en espagnol, donc on avait déjà un petit niveau, mais il avait eu le prof avait traduisait enfin, quand il voyait que certains ne suivaient pas. Et on avait pu lui poser des questions. Donc franchement, vous savez, quelquefois vous avez des rencontres marquantes dans des conférences, etc. Je dois avouer que lui, sœur Emmanuel, c'est quand même deux grandes personnes qui m'ont été données de rencontrer, de voir de près et de parler directement. Et franchement, voilà, vous vous dites qu'après ce genre de choses, vous n'avez pas du tout la même vision que les autres. Donc ça s'appelle Le Cercle des Neiges de Juan Antonio Bayona chez Netflix. Donc n'hésitez pas, si le cœur vous en dit et si vous avez le cœur bien accroché, bien évidemment. Et donc, on va dire favori du mois. Le favori du mois est un album. C'est un album d'un artiste que je suis depuis des années. Euh, c'est le dernier album opus de Bill Ryder Jones qui s'appelle Regid Das, qui veut dire santé en gallois. Ne commencez pas à me poser la question comment on prononce ce truc. Parce qu'il est un peu gallois aussi, Bill Ryder Jones. Alors, c'est véritablement euh, un artiste que j'aime, mais que j'aime profondément depuis 2001, que je l'ai découvert dans le groupe The Coral. Donc, c'est un groupe qu'il avait cofondé hein, à Liverpool avec ses potes. Et euh, dès le début, j'ai vraiment adoré ce jeune guitariste. Et quand il a sorti son album, son premier album solo, etc., qui était un enregistrement instrumental avec le Philharmonique de Liverpool d'ailleurs, qui était une bande-son imaginaire du roman de Italo Calvino, If on a Winter's Night a Traveler, je crois. Et l'album s'appelait If, qui était véritablement un bijou. Euh, je n'ai jamais quitté en fait le giron de Bill Ryder Jones. Je l'ai toujours suivi. Et donc cet album-là, donc c'est son septième album, fait suite à une période pratiquement de 5 ans euh, pendant lesquels il a plus produit les albums des autres. Et surtout, comme il a dit, c'était un rééquilibrage personnel. Il a eu beaucoup de mal à un moment donné. Et il revient à une époque et à des lieux, vraiment, c'est vraiment un des meilleurs auteurs-compositeurs britanniques de cette décennie-là. Il fait un petit clin d'œil dans l'album parce il y a un titre intitulé Bad Wind Blows in My Mind Point 3 qui était sur le sublime album éponyme, donc Bad Wind Blows in My Heart, qui était vraiment une petite merveille à l'époque. Et franchement, il met là tout ce qu'il fait.
Il n'a jamais quitté la Merseyside puisqu'il vit à West Kirby, très bel endroit. Et en fait, il a un don particulier pour aménager le son, aménager l'effet, avec sa voix aussi. Il a une voix très particulière, très accrocheuse. Il est toujours... euh, en fait, il parle de tous les moments. Voilà, il est sincère dans ses chansons, on le sent. Il a véritablement une intelligence d'arrangement des cordes. Il est toujours, voilà, il a toujours été dans cette simplicité, dans ces phrases-là, dans cette beauté-là. Si vous avez l'occasion de le voir, en concert, il va passer à la Maroquinerie à Paris, parce qu'il a cette voix très particulière. Vraiment, il a une voix... euh, alors, il a un accent, évidemment, mais il a une voix étouffée, un peu... un peu ouais, je sais pas, chaleureuse, mais il a cette voix comme s'il susurrait en fait. Quelquefois, il a une voix très douce, très basse. Quelquefois, elle est à la limite de l'audible si vous n'avez pas du tout l'habitude de Bill Ryder Jones, mais c'est vraiment un petit bijou. Euh, il y a vraiment des bijoux sur cet album, mais véritablement, End the Sea, c'est quand même une des plus jolies chansons que j'ai entendues depuis un moment. Euh, et je vous dis, thankful for Anthony. Alors moi, elle m'a brisé le cœur, celle-là. Alors tout va bien. Voilà. Et franchement, c'est un petit bijou. Euh, thankful, Thankfully for Anthony, si vous l'avez l'occasion de l'écouter, mais je pense qu'elle va vous arracher le cœur, mais vraiment. Il est, enfin bref, Bill Ryder Jones, c'est quand même un des artistes, des auteurs-compositeurs britanniques que j'aime le plus. Je vous dis depuis 2001. C'est quelqu'un qui a un énorme talent, qui n'a pas la reconnaissance du grand public qu'il devrait avoir, mais il a travaillé avec les plus grands, il a travaillé avec Miles Kane, il s'est produit avec des gens sur scène, etc. Il a quand même lancé The Coral qui dure toujours et qui fait toujours des très très bons albums, même sans lui, mais voilà. C'est quelqu'un qui a une reconnaissance et même vulnérabilité que l'on sent tout le temps dans ses albums. Il fait des mélodies absolument sublimissimes. C'est un très bon guitariste, donc il peut très bien avoir un très gros riff de guitare au début d'une chanson et casser le rythme de la chanson pour finir avec une mélodie absolument incroyable. Euh, Franchement, voilà, cet album tourne en boucle depuis qu'il est sorti, donc depuis mi-janvier. Je l'adore, je ne peux plus m'en passer. De toute façon, je ne peux pas me passer des chansons de Bill Ryder Jones, donc je vous invite surtout à aller écouter sur des plateformes en ligne, etc. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à aller soutenir l'artiste en lui achetant ou l'album ou une chanson, etc. qui vous plaira parce que bah, voilà, c'est comme ça qu'on le soutient. Il a eu une passade un peu compliquée. euh, et donc voilà, les fans ont quand même, dont je fais partie, ont contribué à son soutien parce que bah, voilà, nous il nous donne du bonheur quand il nous sort un album et quand il est sur scène. Il fait que des scènes très intimistes, mais il dégage quelque chose. Voilà. C'est le genre, vous savez, le mec, vous pouvez lui taper dans le dos, lui dire ah, hey Bill, et c'est pas le style à dire ah non, moi je suis une star. Non, 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 pas du tout. C'est un mec bien. Voilà, c'est vraiment un mec bien et ça se sent dans ses albums et dans sa façon de parler et dans sa façon de donner des interviews et ça se sent sur lui. Voilà, vous le voyez, si vous avez une photo, j'essayerai de vous insérer une photo en plus de l'album. Ça se voit. Voilà, il a cette bouille adorable, même maintenant à son âge passé. Hein, il est plus tout jeune comme moi, mais enfin il est un peu plus jeune que moi quand même, mais pas de beaucoup. Mais voilà, il est comme ça et c'est vraiment quelqu'un de formidable. Donc Bill Ryder Jones, Yashid Da, donc santé en gallois, c'est tout ce que je lui souhaite et de très très bons albums à venir dans les années futures puisque c'est un petit génie. Voilà, ça c'était le programme culturel donc de Lisa, les petites victoires, Slow Horses saison 3,
Donc Society of the Snow, donc le cercle de la neige. D'ailleurs, je préfère la version, enfin la société de la neige, puisque moi je trouve que c'est beaucoup mieux que le cercle de neige, mais bon, voilà. Et donc le dernier album de Bill Ryder Jones. J'espère que ça vous a plu. Et puis, bah écoutez, portez-vous bien d'ici la prochaine vidéo audio. Je ne sais pas ce que c'est. Ça sera sûrement la pile alliée, le point lecture, et ça, le point lecture, ça sera de visu, même avec le tourniquet et la fraiseuse là en bas. Voilà, c'est pas grave. Bah, tant pis pour vous, vous aurez le son strident, mais là, bon, bah, à un moment donné, hein, il faut bien que vous voyez ma bobine. Surtout quand je fais les livres, c'est quand même mieux de voir ma tronche, c'est plus rigolo. Prochaine vidéo qui sortira sûrement entre-temps, c'est la genèse donc de mon prochain roman Under the Blue Sky, qui sera audio aussi avec des photos. Pour la bonne et simple raison que je veux vous montrer des documents qui datent de l'époque de la conception de la bête, et que je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de vous montrer comment j'ai monté ce roman-là, qui est assez particulier dans ma bibliographie, plutôt que de vous montrer ma tête et juste moi en train de secouer la couverture, puisque de toute façon l'important c'est que vous sachiez ce qu'il y a dedans et pourquoi je l'ai écrit et comment, etc. Donc prochaine vidéo sûrement Under the Blue Sky, et ensuite la pile, le point lecture de janvier, où j'ai eu des très bonnes lectures. J'ai commencé très bien l'année, moi. Voilà, voilà. Ah, bah si, ah bah là, mais si ça continue comme ça, moi je vais être heureuse, hein, voilà. Allez, d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous, puis on se voit la prochaine fois. Ciao! Et merci d'écouter ce podcast en vidéo avec les images. Je suis désolée, mais que voulez-vous, vous avez qu'à engueuler ceux qui font les travaux dans mon immeuble. Ciao!